Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une vulnérabilité qui impacte un grand nombre d'équipements type passerelle de sécurité. Pour discuter de ce sujet, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors, Vladimir, c'est quel type d'équipement qui est impacté ? Alors, il s'agit de passerelle VPN, souvent appelée passerelle VPN SSL, de la société Ivanti, anciennement Pulse Secure, anciennement Juniper Secure Access, ça c'est pour les vieux. Et ce sont des équipements qui permettent de tout simplement construire un tunnel entre un point A et un point B, ce qui fait que, alors pour dire vraiment, pour vulgariser, ce qui permet finalement à un utilisateur qui va se connecter sur ce VPN du point A, c'est comme si son ordinateur était connecté sur le point B. L'usage classique, c'est de permettre à distance, donc en télétravail ou en déplacement, d'accéder à des ressources internes de l'entreprise. Ça peut également être utilisé pour passer par le proxy contrôlé par l'entreprise, même si aujourd'hui il y a beaucoup de proxy cloud qui sont utilisés. Sauf qu'en fait, ces solutions-là, ça n'est pas juste qu'un VPN. Ça permet beaucoup d'autres choses. Ça permet d'avoir un portail web qui permet d'avoir un VPN clientless, c'est-à-dire que sans client installé sur le poste. Ça permet de gérer des comptes par rapport à l'Active Directory, des comptes locaux, de l'authentification par login mot de passe simple ou des authentifications avec MFA. Enfin, tout un tas de fonctionnalités supplémentaires qui vont au-delà juste du VPN. C'est pour ça que souvent les gens comparent ces solutions par exemple à un WireGuard, WireGuard. Le problème, c'est que WireGuard, c'est juste un VPN avec un petit fichier de conf dans lequel tu mets tes secrets, mais il n'y a pas toute la gestion des secrets qui va avec, il n'y a pas toutes les fonctionnalités qui vont avec. C'est pour ça qu'il n'y a pas toutes ces failles en WireGuard alors. Oui, WireGuard, je sais pas, c'est pas 500 ou 1000 lignes de code seulement ? Un peu plus, mais Linus Torvald avait dit que c'était le code le plus facile à relire qu'il avait jamais vu et que c'était d'extrêmement bonne qualité. De façon générale, les failles sur les VPN, c'est rarement dans le protocole de communication du VPN qui sont trouvées, enfin il y en a eu dans le passé, mais c'est sur la gestion des identités, la gestion des clés et sur la gestion des configurations. Et en plus, il y a une deuxième catégorie de failles là, qui est impliquée, qui est très commune, c'est que les équipements embarqués, les appliances réseau de sécurité, elles ont toutes des interfaces web, et ces interfaces web, en fait, c'est des applis web qui tournent avec des privilèges hauts, c'est-à-dire généralement avec un serveur web qui est root ou qui est sudoer ou qui est administrateur, sur des systèmes d'exploitation qui sont généralement d'assez vieux Linux ou d'assez vieux BSD, et qui sont pas développés généralement pas au même niveau de sécurité que les meilleures applis web qui tournent aujourd'hui exposées en permanence sur Internet. Et donc, elles sont très souvent extrêmement vulnérables, ces applis web. On l'a vu sur plein d'équipements, et ça concerne aujourd'hui les équipements Ivanti. Oui, ce que tu disais est vrai par rapport à l'historique, c'est qu'il y a en plus... Il y a un historique de fonctionnalités qui sont cumulées avec le temps, qui font que dedans, tu trouves des bouts de code ou des petites fonctionnalités qui sont présentes depuis 10-15 ans et qui n'ont pas évolué depuis, donc avec des vulnérabilités de l'époque. Et c'est quel type de vulnérabilités web qui sont exploitées ? Alors, massivement... Vas-y. Non, en fait, il y a deux principales vulnérabilités en général qui sont souvent cumulées. C'est une SSRF, donc une requête qui permet, une requête web avant authentification, donc sans avoir besoin de faire une authentification, qui permet ensuite de réaliser une autre requête web à l'intérieur du produit. Alors en général, souvent c'est utilisé pour requêter des choses sur Internet, mais là, ça permet finalement d'appeler une fonctionnalité interne du produit sans authentification. Mais tout seul, finalement, c'est assez limité. Et c'est souvent combiné à une autre vulnérabilité de contournement, de délévation de privilèges, et qui permet de réaliser une action, entre guillemets, d'administration avec un compte à faible privilège. Donc les deux cumulés font que, 1, tu contournes l'authentification avec ta SSRF, donc c'est simplement une requête web spécialement construite, et 2, dans cette requête web, tu inclus une autre requête web qui, elle, va élever ses privilèges, et donc en gros, tu réalises une action d'administration à distance sans authentification. Ce qu'il faut remarquer, c'est que là, on parle de 4 vulnérabilités en fait, qui sont combinées. Oui. Les 2 premières sont celles qui ont fait l'objet du signalement initial. Il y avait une vulnérabilité qui était assez simple. C'est-à-dire que comme il y a une interface web, il y a des ressources, les images, les scripts JavaScript, etc., qui sont pas soumis à authentification. Et il y a des pages, les pages d'admin, les pages pour faire des actions qui sont soumises à authentification. Et en fait, la gestion du chemin d'accès était mal faite. Il n'y avait pas de canonisation du chemin. Et donc, si j'accédais à toto.jpeg qui n'a pas besoin d'authentification et que je rajoutais /.// truc sensible
toto.cgi, eh bien j'y accédais parce que toto.jpeg était autorisé d'accès. Donc c'était un contournement de l'authentification qui était extrêmement simple et qui se testait très trivialement. Et derrière, en fait, eh bien, il y avait une injection de commande. Je crois que c'était une injection sur un chemin ou quelque chose comme ça, qui là aussi est extrêmement classique parce qu'il y a des commandes qui sont exécutées pour configurer l'équipement et qu'on peut assez facilement passer des commandes arbitraires. Et en plus, comme c'est une commande... Il y a 2 nouvelles vulnérabilités qui sont arrivées ces derniers jours, sur lesquelles je n'ai pas autant de détails. Il y en a une qui est une SSRF et une élévation de privilèges, mais on retrouve globalement ce que Vlad a décrit, c'est-à-dire une combinaison de je contourne l'authentification et une fois que l'authentification est contournée, je fais un petit peu ce que je veux. Et donc, justement, ce que je veux, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que font les attaquants? Alors, là aussi, il y a une chronologie qui est importante. Ce sont des failles qui sont signalées alors qu'elles sont déjà en cours d'exploitation. A priori, le premier signalement, donc ça doit être le 10 janvier, Ivanti a sorti un bulletin en annonçant les 2 premières vulnérabilités, et juste derrière, Mandiant a publié en disant qu'il travaillait en fait depuis avant, et d'ailleurs il y a une des vulnérabilités qui est sur 2023 et l'autre qui est sur 2024, avec Ivanti, parce qu'ils avaient des clients qui étaient compromis par un attaquant avancé qui faisait de l'espionnage, et que donc il compromettait l'équipement. Et c'est des équipements intéressants pour un attaquant parce que par essence, ils sont à la fois exposés sur Internet et sur l'intérieur du système d'information. Et donc, si on compromet cet équipement, on a une porte ouverte qui contourne toute la sécurité du réseau. Et pour ceux qui ont été compromis avant cette date-là, donc avant le 10-12 janvier, c'est un attaquant sophistiqué, Mandiant les rapproche d'acteurs chinois, et qui vise l'intérieur de l'organisation. Et donc qui se sont latéralisés, ils disent assez rapidement, et du coup si on est dans les gens qui ont été touchés par cette vague, eh ben c'est pas simplement l'Ivanti qu'il faut remédier, il faut faire une recherche de compromission sur son système d'information parce qu'on a été ciblé par un attaquant avancé. Quand les failles ont été publiées, les gens les ont vues et ont réalisé qu'elles étaient relativement simples à exploiter, et très très vite, dès le 13-14, on a commencé à voir des équipements qui sont compromis par des acteurs criminels et pas forcément très sophistiqués. On en voit qui ont déployé des crypto-miners, donc qui calculent de la crypto-monnaie sur les équipements. On en voit qui s'en servent pour faire des relais de spam, et probablement d'autres qui s'en servent pour faire de l'accès dans des organisations, pour les revendre pour de l'escroquerie ou pour du rançongiciel. Du coup, là, on a des acteurs où si on a été compromis, bon, faut investiguer, il va falloir faire de la remédiation sur l'équipement, mais on n'a pas un acteur extrêmement sophistiqué qui est sur le système d'information. Et ça, par contre, autant initialement, Mandiant parle, je ne sais plus s'il donne un chiffre, mais j'ai l'impression que c'est quelques dizaines de victimes, autant là, on parle de dizaines de milliers ou de milliers, enfin de milliers ou dizaines de milliers d'équipements qui ont été compromis parce que ça a été fait en masse sur tout Internet. Les 2 dernières vulnérabilités là, qui sont parues ces derniers jours, c'est pas très clair qui les exploite, mais en tout cas Mandiant indique qu'ils sont en exploitation active, et donc là aussi, si on est compromis, il y a un doute sur quel est le périmètre sur lequel il va falloir faire de la recherche. On a une situation qui n'est pas stabilisée du tout pour l'instant. Et ce qui pose aussi les questions de qu'est-ce qu'on est capable de vérifier sur l'équipement. Alors, juste pour préciser les références des vulnérabilités, donc celles qui ont été utilisées dans la première vague d'attaque, c'est la CVE 2023 46805 et la CVE 2024 21 887. Et dans la deuxième vague d'attaque, attends que je te retrouve les références... c'est la CVE 2024 21 888, et donc ça c'est la SSRF, et la deuxième c'est la CVE 2024 21 893 qui est l'élévation de privilèges. Bon, et donc d'habitude, quand on est compromis, on le sait parce qu'on se tape un ransomware, et là ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut aller un peu plus loin pour savoir si on est compromis. Qu'est-ce qu'on a comme option ? Est-ce que c'est comme les autres où on peut chercher des beacons depuis Internet sur des devices et avoir la liste de ceux qui sont compromis, ou est-ce que c'est plus compliqué ? Alors, il y a eu plusieurs passes. La première chose, c'est qu'effectivement, Mandiant, je crois qu'il y en a 2-3 autres qui ont publié sur le sujet assez rapidement derrière, ont donné, en fait, l'attaquant déposait des web shells, donc des scripts qui étaient rajoutés dans l'interface web et qui permettaient à l'attaquant de se connecter à distance. Et donc, on pouvait scanner les équipements et voir si les web shells étaient présents ou pas.
ce qui est quand même sympathique. Mais très rapidement, l'attaquant qui voulait rester a changé ses web shells de manière à ce qu'ils soient plus interrogeables de n'importe où. Et du coup, ce test a alors évolué. Ils ont changé de nom, puis ils sont devenus injoignables. Et du coup, c'est ce test trivial, et ce qui est sans doute ce qui a permis initialement à Mandiant de scanner Internet et de trouver des autres victimes à part leurs clients, quoi, est devenu obsolète. L'éditeur, en fait, depuis je sais plus, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, il avait une série de failles, a rajouté un outil qui est l'Integrity Control Tool, qui est en fait un script à l'intérieur de l'équipement qui permet de passer tous les fichiers en revue et de vérifier si les fichiers sont ceux de l'éditeur ou si ce sont des fichiers inattendus. Et du coup, ce truc-là, on peut l'exécuter et chercher s'il y a des fichiers anormaux sur la machine et se dire s'il y a des fichiers anormaux, c'est sans doute qu'elle a été compromise. Il y a quelques cas de faux positifs qui sont rapportés, mais globalement ça fait bien le boulot. Mais il y a 2 problèmes. Il y a 2 façons d'exécuter cet outil. C'est soit on l'exécute depuis l'interface web normalement, on se connecte en tant qu'administrateur, on dit hop, je vais sur outils avancés, ICT, ça me génère un rapport et je regarde dans le rapport, il me sort une liste des fichiers anormaux et ensuite je contacte mon support pour leur dire j'ai un problème. Je contacte le support ou mon CERT, enfin ça dépend avec qui j'ai l'habitude de traiter. Sachant que l'éditeur a un problème, c'est que l'échelle du problème est suffisante pour qu'aujourd'hui leur support soit un petit peu débordé. Et donc dans tous les pays, les CERT font une assistance de premier niveau. Donc le premier problème, c'est que la version interface en ligne, en fait, le premier attaquant, au moins, pas les criminels un peu simplés, arrive à lui être invisible. Et donc, ce qui est recommandé par tout le monde, c'est de passer dans le 2e mode d'exécution de l'ICT, qui nécessite en fait de rebooter l'équipement dans un mode spécifique et ensuite de scanner les fichiers. Et là, en fait, il détecte dans beaucoup de cas les fichiers déposés par les attaquants. Le CISA, le gouvernement américain, prévient que, enfin ils ont publié ça, je ne sais plus, cette semaine, la semaine dernière, qu'ils ont vu des cas où l'attaquant a modifié l'outil de manière à ce que, même si on le passe en reboot, les implants soient indétectables. Et donc, ce n'est pas un test absolu. Donc, évidemment, Ivanti va publier des correctifs, il va y avoir des améliorations, mais aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où on peut le détecter. En fait, aujourd'hui, la situation est qu'on passe l'ICT, ça nous donne des fichiers, on confirme que c'est des fichiers hostiles, on sait qu'on a été compromis. On passe l'ICT, ça nous donne rien du tout, et ben on ne sait pas. Parce qu'on peut avoir été compromis ou patché, ou on ne sait pas. Et ça, c'est problématique. Et une fois qu'on a été compromis, il faut essayer de comprendre dans quelle vague on a été compromis. Alors généralement, la date de dépôt des fichiers permet de savoir à peu près quand on l'a été. Les logs de l'équipement aussi permettent de le faire, donc on enquête un peu. Et si on l'a été avant la mi-janvier, là, il va falloir vraiment faire un hunting sur son système d'information parce qu'on a été ciblé par un acteur, je ne sais pas s'il est étatique, mais en tout cas sophistiqué, qui fait de l'espionnage. Si on l'a été après le 15 janvier, on a des chances d'avoir été ciblé par des criminels, mais pas que, parce que le premier acteur a l'air de continuer à faire ses facéties. Donc on a une situation qui est vraiment pour les opérateurs de ces équipements compliquée, d'autant plus que la vocation de ces équipements, c'est de faire des relais pour tous les gens qui interviennent à l'extérieur du système d'information, c'est-à-dire les admins, c'est-à-dire la télémaintenance, c'est-à-dire les accès exceptionnels, et c'est-à-dire les télétravailleurs. Et donc, rebooter l'équipement pour passer un truc qui va prendre quelques dizaines de minutes, ça veut dire une interruption de service. Dans les clusters, quand on est en actif-passif, il faut penser à scanner les deux côtés. Mais si on scanne les deux côtés, ça veut dire qu'il faut planifier l'interruption en rotation sur le cluster. Et il faut qu'on dise aux utilisateurs du système d'information, bonjour, le système va devenir injoignable le temps qu'on travaille. Donc c'est problématique en termes de détection, et aujourd'hui, comme dans beaucoup de cas en fait sur ces équipements qui sont des appliances, il y a très peu de fonctionnalités de supervision de sécurité intégrée, de fonctionnalités d'inspection. Quand il y en a, comme il y en a peu, l'attaquant peut se concentrer sur leur contournement, et quand on détecte quelque chose, on sait qu'on est compromis. Si on n'a rien détecté, on ne sait pas. Ouais, c'est vraiment des boîtes noires, mais après le cas finalement le plus facile entre guillemets, alors je pèse mes mots, mais c'est quand finalement c'est pas une appliance et que tu as la solution de VPN sous forme de machine virtuelle. Dans ce cas-là, c'est entre guillemets plus simple parce que là tu peux te permettre entre guillemets ta machine virtuelle, tu la mets de côté, tu la supprimes pas parce que tu en auras besoin pour faire une enquête, mais tu la mets de côté, tu réinstalles à partir d'une image propre. Alors oui, malheureusement il faut réinsérer toute la configuration, il faut quand même vérifier s'il n'y a pas des comptes qui ont été rajoutés, etc. Mais tu as plus de flexibilité finalement que sur une appliance où, bon, là encore dans le meilleur des cas de l'appliance, tu as un cluster, donc effectivement tu peux couper le nominal
tu l'analyses, tu bascules sur le secours et puis après tu inverses. Et si tu n'as qu'un seul équipement en standalone tout seul, alors là c'est vraiment la merde malheureusement. Et est-ce que l'attaquant est sympa, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a compromis ton système, il patche lui-même pour éviter que les autres reviennent derrière? Parce qu'il y en a beaucoup qui faisaient ça avant pour s'assurer l'accès exclusif à l'équipement en fait. L'attaquant avancé du début, celui de janvier. Non, je pense qu'il est plutôt pas sympa et qu'en plus il cache ses traces et il change le nom de sa porte dérobée pour pas que tu la détectes. Donc dans ce cas-là, il est pas très sympa. Donc tu peux être multi-compromis, c'est-à-dire tu peux trouver un Bitcoin miner sur ton système, mais en plus avoir un attaquant qui est passé avant et qui a volé tous tes mots de passe admin. Malheureusement, oui. Non, la situation, comme le dit Christophe, elle est vraiment pas triviale, hein, parce que, en tant qu'administrateur de ces équipements, équipe sécurité, c'est pas gagné, parce que les solutions, elles sont pas évidentes. En plus, il faut qu'en parallèle, tu enquêtes. Il faut que tu enquêtes potentiellement juste sur l'équipement, mais même plus largement sur ton SI, parce que peut-être que les gens sont présents depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines sur ton SI. Donc, malheureusement, c'est pas du tout trivial. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut recommander? Ça va dépendre des tailles d'entreprise. Il y a plusieurs choses. Tout brûler, on recommande de tout brûler. Tu peux tout brûler. Après, en fait, si tu as des équipes sécurité en interne qui ont les compétences, tu peux un peu dérouler tout ce qu'on a dit là. Il faut aussi faire de la veille, vraiment, pour lire tout ce qui va être bulletin de sécurité, mise à jour, à la fois les sites de mendiants, de la CISA, du CERT-FR surtout. Tout à l'heure, Christophe parlait des compromissions sur Internet. Regardez également le Twitter de Onif, qui est donc un peu le Shodan français, mais en mieux, qui scanne régulièrement Internet, qui peut vous donner des informations sur les niveaux de compromission. Donc ça, c'est quand vous avez quand même des équipes de sécurité en interne. Quand vous êtes plutôt une PME et que vous n'avez pas forcément ce niveau soit de maturité, soit ces équipes-là en interne, là, c'est compliqué. Malheureusement, ça va vous coûter cher, mais il faut faire appel à des équipes externes, à des expertises pour vraiment vous assister. Non, mais tout brûler, on a vu au début que WireGuard était microscopique par rapport aux fonctionnalités de Pulse Secure. Quelles sont les alternatives? Est-ce qu'il existe des alternatives qui n'ont pas autant de vulnérabilités, qui ne sont pas compromis? Alors, premièrement, on a un problème un peu idiot qu'on n'a pas encore résolu, qui est que quand on veut faire de l'authentification sophistiquée et donc multifacteur, et que l'on veut supporter des accès avec des modes d'accès différents et d'authentification différents, en fait, on est obligé d'exposer une interface web à Internet. Et donc architecturalement, il faudrait que cette interface web elle soit très cloisonnée de l'intérieur du système. Idéalement que ce soit un service déployé séparément et que lui-même soit écrit et maintenu à l'état de l'art des applications web les plus récentes avec beaucoup de précautions. Mais commercialement, moi, si je suis client, j'ai envie d'acheter qu'un seul boîtier et d'avoir le truc le plus simple possible à maintenir en termes d'intégration. Et donc là, il y a un conflit par essence. Et typiquement, le problème du multifacteur, c'est quelle est la boîte de dialogue, où va être la boîte de dialogue dans laquelle je rentre mon second facteur. Et en fait, la plupart des protocoles de VPN nativement supporte pas de rentrer ce second facteur, donc il faut que je fasse une étape d'authentification sur une interface web et ensuite j'établis ma connexion sur la base d'un secret, d'une clé, d'un jeton. Donc ça aujourd'hui c'est pas résolu, il faudrait qu'il y ait des évolutions protocolaires pour que dans les OS, au moment où je monte une connexion WireGuard, IPsec, OpenVPN, etc., et ben en fait il y a une capacité à faire saisir localement et du coup ce serait chaque OS ou chaque client dans l'OS qui intégrerait un second facteur. Donc aujourd'hui on a ce problème-là. Les alternatives effectivement c'est d'avoir des VPN plus traditionnels sur lesquels on gère les identifiants en amont. C'est-à-dire que pourquoi il n'y avait pas ce problème, ou il y a peu ce problème d'interface web avec du IPsec par exemple, c'est parce que la gestion des identités elle est faite par une PKI. Et du coup il y a tous les problèmes de gestion des PKI qui vont... Mais là c'est séparé. Et pourquoi est-ce qu'on va préférer avoir un login mot de passe? Parce que aller déployer des certificats et des clés par exemple quand on a quelqu'un qui doit intervenir 5 jours, c'est une plaie. Gérer un parc de certificats quand c'est sur des équipements qu'on ne maîtrise pas, c'est une plaie. Donc là-dessus, on a assez peu de solutions alternatives très élégantes. Effectivement, on peut considérer qu'on ne fait plus de cloisonnement réseau et tout coller dans le cloud et faire du zéro trust. Mais en fait, la plupart des organisations n'en sont pas capables aujourd'hui. Et je ne suis même pas sûr que ce soit souhaitable dans pas mal de cas, parce qu'il y a une perte de contrôle quand on fait ça. Donc les alternatives sont compliquées. Le problème aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a un changement de posture générale et dans les évolutions de protocole à faire, qui est de considérer que quelque chose qui est exposé à Internet
est attaqué et est vulnérable par essence, et qu'il doit faire l'objet de mesures architecturales de protection, c'est-à-dire que les équipements qui ont été conçus, parce que dans l'histoire de ces équipements, comme beaucoup de leurs concurrents, en fait, ce que ça montre, c'est que c'est une gamme qui est assez ancienne. Ils ont changé 2 fois de propriétaire, c'est un truc qui doit avoir, je sais pas, 15 ou 20 ans d'ancienneté pour les premières versions, et donc l'état de l'art d'il y a 15 ans, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Et refaire l'architecture d'un produit une fois qu'il est très largement déployé, si tant est qu'il y a encore des gens qui maîtrisent bien l'architecture interne du produit après 2 rachats, c'est pas évident. Et ce sera souvent le cas chez les concurrents, hein, faut pas se leurrer, c'est structurel à ce type de produit, et une fois qu'ils sont très largement déployés, les changer, c'est pas impossible, mais c'est compliqué. On a vu que Barracuda, par exemple, a eu un problème tellement structurel l'année dernière que leur solution, c'était « renvoyez-nous les boîtiers, on vous fait un échange ». Donc c'est plutôt généralisé, et c'est un problème qui n'est pas résolu à ce jour, sauf à dire je gère mes identités indépendamment de l'équipement, et mon VPN, en fait, c'est juste un équipement qui monte un tunnel, un WireGuard, un IPsec, un OpenVPN, peu importe, ou un truc propriétaire, ça va marcher. Mais renvoyez-nous les boîtiers, c'est une solution qu'il y a dans l'industrie automobile, où tu vois tous les gens qui font des rappels de produits, et ça marche, quoi. C'est ruineux. Ah oui, mais ils avaient qu'à faire de la sécurité au début. Hein. La sécurité, ça coûte 100 fois moins cher quand tu l'as fait au design que quand tu l'as fait a posteriori. Et dans l'automobile, tu as eu des autorités contraignantes qui te font retirer un véhicule du marché. C'est pas le cas dans le monde de l'informatique. Et puis la différence, c'est que là, on parle d'accidents qui peuvent arriver, alors que là, c'est du volontaire, c'est vraiment une attaque, une compromission. Alors que l'accident, tu as un boulon qui fait un bruit sur ta voiture et qui peut se décrocher, je sais pas, sur tes freins, un truc comme ça. Enfin, ma mère travaillait dans l'automobile. Tu rappelles les voitures et tu les fais venir quand ils peuvent au garage, mais t'as personne qui est derrière ta voiture avec un tournevis pour essayer de dévisser encore plus vite le boulon. Ce qui est le cas avec l'informatique. Oui, pour l'instant. Et quid de la limitation des risques sur l'interface web avec un WAF ? Alors, ce serait, comme tu connais bien les WAF, tu sais qu'en fait, là où les WAF sont les meilleurs, c'est quand la structure de l'application derrière a été proprement structurée avec des URL bien distincts, des paramètres bien propres. Et là, on va pouvoir faire d'un whitelisting efficace. Si tu veux le faire sur un WAF, juste soit en blacklistant quelques motifs, en fait les variantes des motifs elles sont infinies, soit en essayant de faire des heuristiques un petit peu sophistiquées, mais là, vu la variété des angles d'attaque, ça risque d'être... Ça peut avoir une efficacité. Ouais, c'est pas forcément une mauvaise idée, hein. Ça peut limiter quand même pas mal d'attaques, parce que quand tu regardes les patterns, c'est point, slash, enfin franchement ça c'est trivial. Alors effectivement, il faudrait que l'attaquant se dise « Ah oui, il faut que j'obfusque un peu », mais ça va quand même limiter un peu les dégâts. Ça va pas les bloquer, mais ça va limiter un petit peu. Ça va limiter les scans, ce qui n'est pas inintéressant. Les scans, les exploitations de vulnérabilité aussi, puisque... Ça va limiter les scans et les attaquants entrée de gamme. Ensuite, quelqu'un qui va s'obstiner, il va trouver des encodages, des choses comme ça. D'autant plus que... on peut imaginer, vu la quantité la vitesse à laquelle des nouvelles failles ont été trouvées, que la base de code a encore d'autres vulnérabilités. Oui. Donc c'est pas forcément... Il y a une autre raison de mettre un WAF devant, qui serait plutôt un gain de sécurité. Mais le problème, c'est un gain de sécurité, mais pas une solution. C'est que ça te donne de la traçabilité, que tu n'as pas sinon. Oui, aussi. Oui. Après, il y a d'autres solutions qui peuvent être le filtrage par IP en géolocalisant l'IP. C'est-à-dire que j'ai un prospect hier qui m'en a parlé. Ils bloquent effectivement tous leurs accès VPN à la France. Alors eux, par contre, n'ont que des Français en France qui se connectent. Mais ça peut être une solution. Par contre, c'est pas envisageable dans tous les contextes. Oui, puis il faut aussi que ton produit de WAF ne soit pas vulnérable, parce qu'on a fait des épisodes sur des produits de WAF en frontal sur Internet qui étaient eux-mêmes des vieux serveurs web avec des vieux bypass. Il y a aussi le cas, il faut se rappeler que le premier attaquant, c'est quand même un attaquant sophistiqué, et contourner un geofencing, le geofencing, ça va limiter l'exposition aux criminels, mais par contre, si vous êtes dans le cœur de cible, qui est pas très clair à ce jour, en fait, le geofencing, ça permet de gagner du temps, le temps que l'attaquant rebondisse par un serveur web compromis ou par un VPS en France. En fait, tu le fais perdre une demi-journée. J'ai dit une bêtise au départ, c'est pas Mandiant qui a signalé en premier, c'est Volexity. Mandiant a beaucoup publié, mais le signalant initial, c'est Volexity. Tu voulais réagir, Christophe, lorsqu'on parlait de réaction. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut préconiser ? Alors, il y a eu plusieurs étapes dans les correctifs proposés par Ivanti. Il y a un fichier XML de durcissement de configuration qui doit en être à sa 2e ou 3e version,
qui est à charger dans la configuration et qui désactive un certain nombre de fonctions vulnérables. Le problème, c'est que vous pouvez être amené à dépendre de ces fonctions, auquel cas vous ne pouvez pas appliquer cette chose-là. À ce stade, dans le doute, ce que recommande Ivanti, c'est de sauvegarder la configuration, resetter l'équipement en configuration d'usine. Ivanti a sorti le 31 janvier un patch qui est assez gros, qui devrait couvrir... alors il n'est pas clair si les 2 dernières sont complètement couvertes ou si seulement une des 2 l'est, mais la plupart des fonctions vulnérables. Et donc la séquence, c'est reset d'usine, sauvegarde de configuration, reset d'usine, application du patch, restauration de la configuration, et éventuellement, si ça vous impacte pas trop, déploiement de la configuration XML de durcissement, encore que post-patch, il n'est pas clair que ce soit vraiment utile de déployer le XML. Et investigation, ça aussi c'est à côté de ça, effectivement, si vous avez pu déterminer que l'équipement avait été compromis, il faut se poser la question de ce qu'a fait l'attaquant à partir de cet équipement. Est-ce qu'il s'est latéralisé dans votre système d'information? Et donc on parle d'un hunting avec assez peu de... Il y a quelques marqueurs qui sont dans différents bulletins, mais assez peu de marqueurs d'activité système. Et donc ce sont des huntings qui sont toujours un peu compliqués. Très bien. Eh bien, chers auditeurs, merci de votre attention. Nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Merci aux contributeurs. Et nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.